Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Paris, au Grand Palais éphémère. Et bien sûr, c'est pour le forum Bois Construction 2021. On va faire un peu d'histoire. On va s'intéresser à la petite histoire ou à la grande histoire de la construction bois. Et pour en parler avec moi, monsieur Jean-Marc Pauget, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert construction bois au CNDB. Rapidement, le CNDB. Le CNDB, c'est le Comité national pour le développement du bois, qui est l'outil de communication de la filière bois-forêt, et nous sommes financés par le Codifab. Alors, vous vous êtes intéressé à l'histoire de la construction bois. Alors, vous n'êtes pas remonté jusqu'au néolithique, mais vous vous intéressez les grandes dates marquantes. Vous avez essayé de retrouver ce qui avait marqué la construction bois. On commence en 1250, je crois. Oui, on va prendre cette date qui est une date un petit peu sympathique parce que on est à mi-construction de la cathédrale Notre-Dame. On est sous le règne de Louis IX, notre roi Saint-Louis, qui vient d'être d'ailleurs emprisonné par les Sarrasins. Et on est dans une période assez prospère. On a le climat qui est à peu près celui d'aujourd'hui. La grande peste n'est pas arrivée, pas de guerre de religion encore. Donc on est dans une Europe qui est assez prospère et qui construit beaucoup. Et on construit bien sûr en pierre, mais on construit énormément en bois. On construit des pans de bois, des colombages, des charpentes, énormément de choses. Et le bois est partout présent, autour même de la construction. Oui, c'est pas que la construction. Le bois ne sert pas qu'à construire. Il sert en outillage, c'est ça? Il sert beaucoup en outillage, il sert à échafauder, il sert à faire les fonds de coffrage qui vont permettre de construire en pierre derrière. Et puis dans tous les outils de tous les jours, on trouve le bois, les outils manuels, mais aussi tous les outils de manutention. La brouette, les éléments élévateurs pour monter les pierres, il est partout présent, absolument. Donc 1250, le bois, qu'on avait déjà construit en bois auparavant, Bien sûr, mais bien sûr. le bois est vraiment présent absolument partout dans une période qui est plutôt prospère. Voilà. Comme on dit, quand le bois, enfin, la construction va, tout va. Voilà. Autre étape marquante. Alors un peu plus tard, ce développement justement de l'usage du bois va faire qu'il va être de plus en plus présent dans des villes qui se développent. Et les villes, à cette époque-là, même dans les siècles suivants, se développent de manière un peu anarchique, c'est-à-dire qu'on construit de manière extrêmement dense, avec des ruelles très très serrées. Et quand un incendie se déclare, c'est une catastrophe. C'est ce qui s'est passé en particulier en 1666, avec un boulanger qui a mis le feu dans la boulangerie, au centre de Londres. Et sous l'effet du vent qui a duré pendant 3 jours, eh bien, Londres s'est complètement embrasé. Il y a eu un nombre de maisons détruites considérable, 80 églises qui ont flambé, et ça a été une catastrophe. Un électrochoc pour les autres capitales européennes. Terrible. Et ça a déclenché beaucoup de réactions, beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis du bois, avec beaucoup de méfiance, et même dans certains cas, l'interdiction du bois pour certains types de bâtiments. Je pense à la Suède, dans laquelle on a carrément interdit la construction des usines en bois, des églises en bois. Des églises. Des églises en bois. Et voilà, plus d'églises en bois. À partir de cette date, plus d'églises en bois. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. En France, c'est quoi? C'est les façades parisiennes qui se couvrent de plâtre? Alors voilà, on va amener des protections à l'ensemble des pièces de bois. Alors une autre étape marquante pour vous, c'est le clou. Pourquoi le clou? Alors le clou est-il quelque chose d'important pour la construction bois? Alors le clou, en fait, c'est quelque chose aujourd'hui qui est banal, mais à l'époque, c'était quelque chose qui coûtait extrêmement cher. C'était de l'acier qui était forgé, donc qui était onéreux, et on l'utilisait de manière extrêmement parcimonieuse. Et là, si on va de l'autre côté de l'Atlantique, à la grande époque des colons qui avançaient sur l'ouest, il fallait construire très très rapidement avec des pièces de bois, et l'assembleur idéal était le clou, mais il coûtait extrêmement cher. Et les colons avaient même pris l'habitude, dans certains cas, quand ils avançaient vers l'ouest, de brûler leur ancienne maison pour récupérer les clous et construire la future maison qu'ils allaient faire, pour vous dire la valeur que ça avait. D'accord. Et donc en 1840, une machine a été inventée par M. Reed pour mécaniser la fabrication des clous, ce qui a permis d'en baisser le coût. Elle a été encore améliorée, et au 19e siècle, le clou est devenu vraiment quelque chose de peu onéreux, qui a vraiment développé l'usage du balloon frame. Excusez-moi, qui a développé l'usage du... Ce qu'on appelle le balloon frame, l'ossature bois, disons, pour nous. L'ossature bois pour nous, d'accord. Une autre date marquante, alors peut-être avant de parler du XXe siècle, j'aimerais que vous nous parliez d'une ferme au Grand Bornand. Alors, oui. Alors là, on va aller dans les Aravis, massif des Aravis. On est dans les Alpes, bien sûr, dans une ferme traditionnelle. Donc une ferme dans laquelle il y a de l'élevage. Elle est construite avec une petite partie en pierre, mais essentiellement avec des grosses pièces de bois. Et elle date de quand, cette ferme? Elle est du XVIIe siècle, mais en fait,
elle est faite avec des éléments réutilisés, donc elle a une histoire, mais toutes les pièces de bois qui la composent ont déjà une histoire. On le retrouve dans toutes les pièces dans lesquelles il y a encore les marques des anciens assemblages qui avaient lieu dans les maisons précédentes. Donc là, on a un exemple assez intéressant finalement de ce qui est notre conduite de développement durable aujourd'hui. Réutiliser au maximum. Le réemploi, hein, c'est vraiment une question dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est possible, il était déjà possible de réemployer, là on voit sur une charpente où on a réemployé, mais aujourd'hui, on pourrait réemployer des bois de charpente pour faire de nouvelles charpentes ou Absolument, et c'est des choses sur lesquelles on réfléchit de plus en plus. Ça induit par contre peut-être une réflexion dans la réalisation de nos futurs ouvrages sur la démontabilité des bâtiments. Voilà, il faut réfléchir. C'est des choses dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Absolument. Il y a autre chose sur cette ferme, c'est la couverture. Ah oui, alors elle est couverte de manière assez traditionnelle avec ce qu'on appelle des ancelles. Les ancelles, ce sont des planches de bois, des grands tavaillons qui sont fendus pour avoir une bonne durabilité, posés sous forme d'écailles, donc ils vont protéger la toiture de l'eau. Avec le temps, l'eau va couler le long de nos planches et va abîmer l'ancelle. Alors au bout d'une dizaine d'années, on remontait sur le toit et on la tournait. Ainsi, elle pouvait à nouveau faire 10 ans. Et puis au bout de 10 ans, elle était abîmée de l'autre côté, donc on pouvait remonter sur le toit, lui faire une rotation de 180 degrés, et à nouveau notre ancelle pouvait resservir pendant 2 cycles de vie. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est pour montrer l'intelligence de la construction, montrer la possibilité de réutiliser et de faire durer dans le temps. C'est l'économie de matière. Ce sont des sujets très contemporains, on est d'accord ? Oui, absolument. J'avais même en ajouté un à cette époque sur cette ferme qui est ancienne. Ils avaient une certaine attention à l'étanchéité à l'air. Et l'étanchéité à l'air entre les pièces de bois était réalisée avec des lichens qu'ils faisaient macérer dans l'urine de manière à leur assurer une bonne durabilité. Alors ça avait peut-être des conséquences à l'intérieur, mais... Pour l'odeur. Bon, après, mais ils avaient l'habitude, ils vivaient à côté des bêtes. Il y avait les bêtes, de toute façon, ça ne changeait pas grand-chose. Donc ça, c'est cette ferme dans les Avarisses. On est pas à 1250, on est au début du 20e maintenant. Est-ce qu'entre ces deux dates, il y a encore quelque chose de marquant dont on n'a pas parlé ? Alors oui, il y a une invention quand même qui est assez importante, c'est l'invention du lamellé-collé. Alors ça, c'est plutôt après, on est au 20e là. On est au 20e siècle, oui. On est au 20e. Avant le 20e, là, on a fait un bon petit tour d'horizon. On a fait un bon tour d'horizon. Alors, passons au 20e siècle avec une forme d'industrialisation. Oui. Alors, au 20e siècle, on va chercher à construire des ouvrages de plus en plus grands, avec des grandes pièces de bois, qui ont une bonne portance. Et on va s'inspirer un petit peu de ce qu'ont fait les militaires. Les militaires ont toujours voulu trouver des ouvrages de grande portée, pour les santés équestres en particulier. Et Philibert Delorme avait imaginé des systèmes qui prenaient des petites pièces de bois qu'ils assemblaient avec des clavettes, ce qui permettait de faire des grands arcs. La technique a été améliorée par les militaires en se disant on va assembler les pièces de bois, cette fois-ci, avec des éléments métalliques qui vont les lier entre elles, ce qui permet de faire des grandes portées. Et puis en 1907, je cherche le nom, je ne l'ai plus en tête, mais... quelqu'un a eu l'idée de se dire finalement on va aller encore plus loin et on va coller toutes ces pièces à la caséine. Et donc il a posé un brevet, c'était le brevet du lamellé-collé. C'était le brevet du lamellé-collé pour pouvoir faire de la grande portée, pour en faire de la poutre, tout simplement. Pour pouvoir monter à 120, 130 mètres de portée. Quoi. Voilà, et ça plutôt pour l'architecture militaire. Je vais revenir un peu en arrière, mais c'est lié aussi au lamellé. On peut aussi faire des ouvrages d'art et des ponts. Notamment en bois, et qui était avec un peu cette technique en fait d'assemblage avec de la ferraille. Absolument. Parlez-nous de ce pont. Oui, effectivement. Alors il y a un pont qui est tout à fait marquant. On est dans les années 1780 à peu près. Le pont qui est à Schaffhouse. C'est un pont qui est sur le Rhin, qui avait été détruit, j'ai plus la mémoire de l'origine de la destruction. Et la collectivité avait demandé à un charpentier qui est assez célèbre, les frères Grubenmann, de reconstruire ce pont. Le pont était basé sur 3 piles, espacées chacune de l'ordre de 50 mètres. Et donc, il fallait refaire ce pont sur les 3 piles. Et Grubenmann était enthousiaste, bien évidemment. Et il a même dit à la collectivité, en tant que charpentier de talent, je suis même en mesure de vous faire un pont qui peut passer d'une pile à l'autre, donc 100 mètres, sans passer par la pile intermédiaire. Ce qui à l'époque était exceptionnel. Exceptionnel, tout à fait exceptionnel. Construction en bois. Absolument, absolument. Donc la collectivité a dit gardez-nous bien la pile centrale, bien évidemment, mais les charpentiers ont quand même leur petite idée. Et en fait, il a fait un dispositif, quand on le regarde, qui est fait sous forme mixte d'arcs qui vont des 2 piles extrêmes et d'autres arcs qui vont sur la pile centrale.
Il a conçu son pont et lorsqu'il l'a livré, l'histoire dit qu'il a emmené le maître d'ouvrage dans une barque jusqu'à la pile centrale. Il a pris sa masse, il a chassé la pièce de bois sous la pile centrale et le pont en fait a oscillé et tenu en l'air. Donc Rebelman a dit, vous voyez, j'étais capable de faire un pont qui porte sur 100 mètres. Voilà, sans pilier intermédiaire. Et là, donc, avec cette technique qui était, on va dire, l'ancêtre du lamellé-collé. Absolument. On faisait les assemblages simplement avec des cerclages métalliques. Donc, début du siècle, début du XXe, lamellé-collé. Quels sont les autres éléments marquants du XXe siècle quand on parle de construction bois? Alors, on a vu évoluer tous les systèmes linéaires de portée, comme le lamellé-collé, mais il manquait encore des éléments plans. Ça n'existait pas. Et en 1947, il y a un ingénieur, M. Gauthier, qui a eu l'idée de se dire on va faire des collages, des éléments collés, mais on va les coller à 90 degrés, les éléments. De cette manière, il a pu réaliser des éléments plans. Cette technique a été reprise par une entreprise, qui est l'entreprise Rousseau, qu'il a utilisée pour faire des silos, qu'il a utilisée pour faire des bases de couverture. Et puis elle a ensuite été mise en valeur par Jean Prouvé, bien sûr, et d'autres architectes qui ont pu l'utiliser. Mais technique qui malheureusement n'a pas perduré. Enfin, maintenant, on sait bien que le lamellé-collé, le lamellé-croisé, le CLT, voilà ce qu'on appelle le CLT maintenant, fonctionne et puis on va en parler un petit peu. Mais c'est vrai que dans les années 50, ça n'a pas pris. Il avait eu raison avant ou Peut-être, disons que c'est une technique qui a dormi pendant un certain temps parce qu'elle n'a pas trouvé une bonne adéquation entre la demande et puis l'offre qu'elle amenait à cette époque-là. Alors qu'on voit depuis une dizaine d'années, elle est en pleine évolution, bien évidemment. Voilà, les pays du nord de l'Europe s'en sont emparés. Et puis maintenant, elle est revenue chez nous. Voilà. Ils ont démarré une production industrielle maintenant il y a plus de 25 ans. Et maintenant, on voit qu'elle arrive chez nous et est beaucoup utilisée. Voilà, donc ça, c'était vraiment les deux faits marquants du XXe. Est-ce qu'il y en a d'autres par rapport... Alors, on a balayé ça rapidement. Mais est-ce qu'il y a d'autres faits marquants au XXe siècle? Est-ce qu'on peut dire que l'ossature bois, qui est connu depuis longtemps, a été un fait marquant du XXe et d'aujourd'hui? L'industrialisation. Alors, moi, ce que je verrais de assez marquant dans les années 2000, c'est l'augmentation des centres de taille au sein des entreprises. Parce que ça a beaucoup modifié le fonctionnement des entreprises. On avait dans les entreprises de charpente des gens qui savaient traditionnellement tracer, tailler et lever. Quand on a mis les machines de taille en place, finalement, cet ensemble-là, c'est un petit peu scindé. Ce n'est plus la même personne qui pouvait faire les trois actions. On s'est mis à avoir des bureaux d'études plus importants, des machines qui s'occupaient du taillage, puis des gens qui faisaient le levage. Et ça a quand même pas mal bouleversé l'organisation des entreprises, avec des tensions, puisqu'il y a des gens qui ont un peu perdu leur rôle d'ensemble bien sûr, du métier. Par contre, ça a permis une meilleure professionnalisation et permettre de faire des ouvrages vraiment très ambitieux. Écoutez, merci d'être venu nous parler un peu de ces grandes dates, de la petite et de la grande histoire de la construction bois. C'est donc une émission à retrouver sur notre site Bâti Journal TV, bien sûr, et sur les sites de nos partenaires, Forum Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous d'être venu jusque-là pour nous parler de l'histoire de la construction bois. Merci.